Déjà maintenant, d'ailleurs, le massacre de, pardon, de Boutcha est déjà sérieusement battu en brèche, ne serait-ce déjà que par la chronologie des événements, puisque on sait que les Russes sont partis de Boutcha le 30 mars. Le dernier soldat russe a quitté Boutcha le 30 mars. Le lendemain, le maire de Boutcha fait une vidéo où il exprime sa satisfaction, son contentement, et puis le fait Aujourd'hui est un jour de joie, dit-il. Voilà, exactement. Et en fait, on ne parle pas de massacre, on voit pas, il n'y a pas de cadavres sur les routes, etc. Le 2 avril, on a même une unité de la police que l'on voit, qui est filmée d'ailleurs, qui vient pour nettoyer la ville, et là aussi, elle ne montre absolument aucun mort et rien du tout, c'est la police ukrainienne, bien sûr. Et puis tout d'un coup, le 3 avril, on a ces éléments qui arrivent. Donc, alors après, vous avez naturellement le New York Times qui vient avec des photos satellites, qui, d'après mes informations, sont déjà débunkées, qui montrent qu'en fait, il s'agit d'images qui ont été falsifiées. Donc, on est dans la guerre de l'information, très clairement. Et juste, pardon, Jacques Beau, peut-être préciser le New York Times qui a fait son revirement que seulement il y a peu de temps concernant l'affaire de l'ordinateur de Hunter Biden, qui avait été révélé par le New York Post bien avant. À ce moment-là, tout le monde poussait des cris d'orfraie vis-à-vis du New York Post et de ce qu'il révélait. Et puis voilà, le New York Times qui discrètement finit par dire, bien plus tard, et une fois les élections passées, que finalement, le New York Post avait raison. Donc bon, voilà, rappelons quand même le passif du New York Times. On a ça avec tous ces événements, n'est-ce pas, le Russiagate, c'est-à-dire la soi-disant intervention des Russes dans les élections américaines. Là aussi, on a comment on est arrivé finalement à ce que le FBI abandonne toutes les charges, cette fameuse Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg, qui était gérée par un proche de Poutine et qui aurait soi-disant fait tout ça. Et puis finalement, le FBI a abandonné toutes les charges, même contre cette organisation. Donc, on voit qu'on crée des narratifs en vue d'un objectif politique, et puis après, inévitablement, les vérités, la réalité revient à la surface, et puis on s'aperçoit qu'on a accusé à tort. Le problème, c'est que quand on accuse à tort et que ça s'arrête là, bon, comme ça, tout le problème vient du fait on commence à enclencher des mécanismes de sanction, on commence à enclencher des mécanismes de rétorsion, on prend des mesures, par exemple, quand on voit le fait j'allais dire, jeter des armes dans la population ukrainienne maintenant, avec des conséquences qui risquent d'être terribles et qui commencent d'ailleurs déjà à être terribles pour les Ukrainiens. Ils ne sont plus civils. Oui, ils ne sont plus civils de fait. Alors, donc... Ils sont plus civils, mais en plus de ça, on a un développement de criminalité parce que vous avez dans le sillage des guerres, vous n'avez pas que des militaires qui se battent, mais vous avez des bandes armées, etc. Et vous, en France, l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale est marquante parce que beaucoup de ces gangs qui ont aidé d'ailleurs la Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient en fait le milieu, une bonne partie du milieu français. Donc, on voit très bien que la criminalité rejoint ou s'abreuve en fait du conflit, et ça me semble extrêmement malsain de prendre des décisions avant même d'aborder les questions diplomatiques. On voit qu'aujourd'hui, notamment en Europe, la problématique, enfin la réaction diplomatique a été complètement contournée. On n'est plus du tout dans ce schéma-là. On est passé au stade suivant où on distribue des armes, où on se bat à coups de sanctions et on essaye d'augmenter les sanctions parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Et puis finalement, le problème, c'est qu'on s'aperçoit maintenant que ce sont les Occidentaux qui commencent à payer le prix le plus cher pour ces sanctions. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un manque de réflexion au niveau politique, il y a très clairement une absence du renseignement.
dans toute cette crise. Et on voit qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a très discrètement, on voit quand même que les militaires américains commencent à faire entendre leur voix de manière discrète, c'est vrai, mais pour essayer de calmer le jeu. D'ailleurs, c'était même dans maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, j'allais dire que c'était le New York Times, parce que je le lis régulièrement, mais je peux me tromper, mais le Pentagone disait qu'il n'était pas capable d'attribuer de manière très claire le massacre de Boutcha, par exemple, aux Russes. Et effectivement, les éléments qu'on a actuellement et qui ressortent de plus en plus tendent à indiquer qu'il y a probablement eu massacre, mais qu'il n'est pas du tout dit que ce soit le fait des Russes. Jacques, sur ce sujet, vous avez parlé d'enquête objective. Visiblement, vous le dites, le narratif politique n'est pas objectif. Comment on fait pour arriver à cette enquête objective? Jean-Louis Tremblay, pensez au voyage de presse aussi organisé. Oui, parce que ce qui est troublant dans cette affaire, c'est, comme vous l'avez rappelé, évacuation le 30 mars par les Russes, 3 jours s'écoulent, et le 3 avril, ça commence à matraquer au niveau médiatique. Et là, nous avons un panel de journalistes représentant bizarrement tous les supports médiatiques, tous les vecteurs médiatiques, radio, télé, presse écrite, photo, etc., qui arrivent directement sur les 10 massacres, les supposés massacres. Voilà, un enclenchement parfaitement bien organisé et bien rodé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est très difficile d'accéder actuellement en Ukraine, et je le sais par des camarades qui sont sur place, à la ligne de front directement, et ce, dans les 2 camps. C'est très, très difficile. Donc, les journalistes qui sont sur place vont là où on leur dit d'aller, ou là où ils peuvent aller. Et évidemment, c'est toujours dans un but précis. Donc, méfiance tout de même. Tous les conflits sont difficiles à couvrir, mais celui-ci plus particulièrement. Et je voudrais également rappeler que dans toute guerre a son sillage d'horreur. Et dans toute guerre, il peut y avoir des crimes de guerre. Très bien. Mais il ne faut pas tout mélanger. Quand Zelensky dit c'est un crime de guerre et 15 secondes plus tard dit c'est un génocide, c'est n'importe quoi. En droit, génocide a une signification, crime de guerre en a une autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si on mélange tout, qui dit génocide, évidemment, alors là, on est submergé par l'émotion parce que ça rappelle 39-45 et on repart dans un cycle des gentils et des méchants. Voilà, alors méfiance. Alors effectivement, j'étais, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'étais chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies. Et un de mes sujets principaux, en fait, à cette époque, c'était la protection des civils dans les conflits. Donc, on s'est fortement, on s'est penché sur la problématique précisément des massacres, d'ailleurs, des atrocités qui sont commises à l'encontre de civils. Et il y a des mécaniques là-dedans. Je veux pas, ça serait l'objet d'une émission à être toute seule, donc on ne veut pas entrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, je connais bien le sujet et c'est quelque chose qui, pour moi, répond à une sorte de grammaire assez précise, en fait. Et là, on a, à Boutcha, on a une grammaire qui est en creux quelque part, parce que si on compare aux médias, on voit cette grammaire appliquée. Donc, il est clair que si on veut avoir une image précise de ce qui s'est passé, on ne peut passer que, je dis bien que, par une investigation qui soit impartiale, neutre et qui ne soit pas qui n'applique pas les parties au conflit. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les contacts qui ont été établis entre Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky ces derniers jours, eh bien, que l'Union européenne allait non pas mener une enquête indépendante, mais allait appuyer l'enquête ukrainienne. Donc, on a l'Union européenne qui, au lieu de prendre sa distance et sa fonction, qui, à mon avis, sa fonction naturelle, qui serait de rester au-dessus de la mêlée et d'observer et de jouer son rôle d'arbitre, non,
elle entre dans le conflit et se met comme une partie au conflit. Et là, on a déjà un élément qui me semble extrêmement inquiétant, mais que Ursula von der Leyen joue depuis très longtemps. C'est une partie au conflit. L'Union européenne est une partie au conflit. Et c'est ça qui est extrêmement perturbant. Quant aux Nations Unies, on remarque que les Russes ont demandé à deux reprises. C'est l'épreuve. Non, pas. Donc, ils ont demandé à deux reprises d'avoir une session spéciale sur Boutcha. La présidence britannique du Conseil de sécurité a à deux reprises refusé à la Russie d'avoir cette séance spéciale sur Boutcha. C'est assez indicateur quand même de nouveau de cette grammaire qu'on a d'essayer d'imposer un narratif sur ce phénomène. D'ailleurs, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, on supprime tout ce qui pourrait contredire le narratif officiel sur Boutcha. Et ça me semble très indicatif de quelque chose qu'on essaye de créer. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'on doit mentionner. Alors, évidemment qu'il doit être pris avec des pincettes parce que c'est toujours dans des situations où on est dans l'émotion, c'est toujours un peu difficile. Mais il y a un député ukrainien, pas russe, ukrainien, un député socialiste, qui a déclaré sur les réseaux sociaux que l'affaire de Boutcha avait été planifiée par les services de renseignement britanniques et mise en œuvre par le SBU ukrainien. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. En tout cas, ça vient du côté ukrainien, ça ne vient pas du côté russe. C'est un député. Donc... Est-ce que ce n'est pas un Ukrainien pro-russe? Parce qu'il y a quand même aussi une tranche de la population. Oui. Tout à fait, c'est vraiment un Ukrainien. Et donc, ça montre qu'on est très loin d'avoir une image claire et précise de ce qui s'est passé. Et surtout, on n'est pas au point de pouvoir baser des sanctions, baser des décisions politiques, comme on le fait actuellement, sur cet événement. Et moi, c'est ce qui me perturbe dans toutes ces crises, d'ailleurs pas seulement celle-ci, mais toutes les crises qu'on a vécues ces dernières années, c'est qu'on dégaine nos sanctions avant même de connaître le fin mot de l'histoire. Ça a été le cas aussi avec le détournement d'avions Ryanair au Bélarus, où pratiquement dans les minutes qui ont suivi l'annonce du détournement, on avait déjà proposé des sanctions, alors qu'on ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Les éléments qui étaient alors disponibles montraient que en fait, il y avait eu une espèce de machination dans laquelle le Bélarus avait réagi plus ou moins bien, mais pas de manière délibérée. Et en fait, le rapport de l'Organisation internationale de l'avion civil, qui a été publié au mois de janvier de cette année, accrédite en fait la version bélarusse, même si elle lui dit qu'il y a des petites erreurs de procédure qui ont été commises. Donc, Jacques Beau, pardon, il nous reste très peu de temps. Moi, je voudrais quand même, pour conclure, quand on arrive à ce fin mot de l'histoire sur l'affaire Boutcha, enfin, même si elle est loin d'être réglée, est-ce qu'on va réussir à avoir cette enquête objective que vous appelez de vos voeux? Parce que visiblement, on est mal parti. Et ça c'est quand même très inquiétant, parce qu'on peut peut-être arriver à un conflit jusqu'à une guerre nucléaire à partir d'absence d'enquête ou d'absence subjective. Je précise, vous disiez que l'Union européenne avait dit qu'elle n'avait pas les moyens de faire l'enquête et qu'elle s'appuyait sur les éléments ukrainiens. Si je ne me trompe pas, les Américains ont fait de même. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de faire l'enquête et qu'ils s'appuyaient sur les preuves ukrainiennes. Alors, c'est possible. Moi, je n'ai pas vu ce que les Américains ont dit à ce propos, mais je veux bien croire ce que vous dites. Et je n'ai pas non plus, évidemment, de boule de cristal quant à savoir si on va connaître une fois la vérité ou pas. Ce qui m'inquiète surtout, c'est les processus de décision. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on risque de prendre des décisions sans savoir. Est-ce qu'on saura? Je ne le sais pas, mais on ne peut pas, à mon avis, en tant que professionnel du renseignement qui a conseillé des organes gouvernementaux, on ne peut pas prendre des décisions sans savoir. Merci beaucoup. Voilà. On va continuer cette discussion, Jacques Beau, c'est absolument passionnant et je pense qu'il faut prendre le temps d'en reparler avec vous. Merci encore. Merci à vous, Jean-Louis Tremblay, et merci à tous nos chers auditeurs.
7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.